Ah, la maison. Le destin nous a conduits fortuitement dans ce petit village de Seine-et-Marne où il y avait la maison. C'était une ancienne ferme, celle d'un des chefs du village au siècle dernier, la seule avec des motifs en stuc sur la façade, des pâtisseries au plafond des 3 pièces de la partie habitation de base et des cheminées en marbre, un ensemble auquel avait été rajouté par les précédents propriétaires 3 chambres sous pente et une immense pièce sous la charpente. L'ancien grenier, avec son plancher bouffé par les souris et des grains de blé et d'orge encore visibles sous les lattes défoncées. Une maison immense, des dépendances immenses, une cave monumentale et du terrain au bord des champs. Pendant 14 ans, elle et lui l'ont aménagé, transformé, enjolivé, agrandi en fonction de la poussée des fils. On l'avait doté d'une piscine, d'une tonnelle, d'un potager, d'un verger, d'un bassin, bref, plus rien n'y manquait. Cette maison était devenue très vite la maison familiale, le point de ralliement des frères et sœurs, des copains et des copines. Chacun y avait sa chambre, les musiciens pouvaient s'isoler sans problème pour répéter, la piscine ne désemplissait pas en été, on était bien dans cette maison. Quand elle revenait après un tournage éprouvant, c'était avec un plaisir non dissimulé qu'elle retrouvait sa maison. Elle retrouvait une vie détendue, les espaces du jardin, le confort douillet. Ça ne l'empêchait pas de critiquer, en riant, les manques d'entretien qu'elle constatait. Les objets qu'il avait oublié de remettre à la place définie par le chef, prétexte à des disputes amicales et de grandes rigolades. Alors, elle reprenait sa maison en main et en un clin d'œil, la propriété retrouvait son apparence nette, proprette, rangée. Il avouait sans honte que c'était beaucoup mieux comme ça et jurait d'entretenir la maison pendant sa prochaine absence. Mais quand elle revenait, elle finissait toujours par trouver quelque chose à redire. Un objet, pas tout à fait à la place définie, un ménage imparfait, des plates-bandes mal ou pas désherbées. Elle savait bien qu'elle s'en voulait d'être aussi intransigeante, mais elle ne pouvait s'empêcher de le faire remarquer. Pourtant, avant de prendre la route pour le retour au bercail, elle prenait bien soin de téléphoner pour prévenir de son heure d'arrivée. Quand les fils étaient présents pour le week-end ou les vacances, c'était aussitôt la panique et le branle-bas de combat. Maman arrive dans 2 heures, tout le monde à son poste. Dernière et ultime vérif de la checklist. Chacun a-t-il bien fait sa chambre, son lit? Rangé sa salle de bain? Les serviettes sont-elles bien accrochées? Et les brosses à dents et le dentifrice dans leur verre? Le lave-vaisselle a été vidé? Les serviettes de table pliées? Les miettes de pain sous la table ramassées? Non, vite, un coup de balai. Les grands couverts de cuisine sont-ils dans le bon tiroir? La plaque nettoyée avec le bon produit, celui au vinaigre, sinon elle va le sentir. Les revues, les magazines, il y en a encore qui traînent. Les chaussures, les vestes sur le porte-manteau, elle va le voir tout de suite. On a oublié de faire les poussières dans le salon, vite, qui s'y collent. Elle appelait de la voiture rituellement dès qu'elle avait passé le carrefour Prévert, à 20 minutes de l'arrivée. L'excitation dans la maison était alors à son comble et les derniers rangements frénétiques ne prenaient fin qu'à l'entrée de la voiture de la chef dans la cour. Alors, les embrassades et des retrouvailles sincères, on passait à l'inspection. Voyons voir, disait-elle, ma maison de garçon. C'était de bons moments, on plaisantait, on riait, on se donnait des coups de coude complices quand elle ne voyait pas les chaussures camouflées in extremis sous le lit pendant que la voiture entrait dans le garage. On prenait des airs faussement modestes ou triomphants quand elle faisait compliment sur la bonne tenue de la maison. Mais cette maison posait véritablement problème par son isolement, son éloignement, ses dimensions, son ancienneté. Tout posait problème. Les alimentations en eau et en énergie, un gouffre financier en chauffage. Les évacuations étaient fantaisistes et se bouchaient régulièrement, et c'était toujours au plus mauvais moment, quand ils avaient des invités au moment de passer à table.
Les murs bougeaient en fonction de l'humidité ou de la sécheresse. Les portes et fenêtres fermaient mal, pas du tout. Des fissures apparaissaient régulièrement et ça la mettait en rage. Elle qui voulait, comme les ménagères hollandaises, que ce qui ne se voyait pas fût aussi propre et aussi net que ce qui se voyait. Et quand il lui suggérait, en rigolant, de camoufler le défaut avec un tableau, par exemple, ou un bouquet de lavande séché, rien du tout. Même si on ne le voit plus, moi je saurais que c'est là. Tu ne me feras pas vivre dans un taudis. Ainsi qu'elle appelait cette bâtisse quand elle était très en colère. Sans véhicule, ce village n'était pas vivable, comme la plupart de tous ces petits villages qui ont perdu petit à petit leur commerce au profit des grandes surfaces. Acheter un timbre ou un journal relevait de l'expédition. Les transports en commun étaient réduits, aléatoires, et elle en souffrait de plus en plus. Rêvait d'un petit appartement à Paris ou en proche banlieue. Aspirait à être au plus près de commerces dignes de ce nom, des théâtres, des cinémas, des grands magasins, des boutiques, des expositions, des musées, etc. Lui, au contraire, elle le voyait bien au fil des jours, s'enfermait de plus en plus dans sa vie de sauvage, se retranchant dans son domaine, pour ne plus avoir à fréquenter ce monde de connards, comme il disait. Ça, c'est